présent dans ce webinaire sur le passeport numérique des produits ou le Digital Product Passport en anglais, on utilisera les deux termes. Donc, ce webinaire, il est organisé par les clusters Cara, Sigo et Vélo Vallée et aussi dans le cadre du projet Mina Smart. Donc, juste avant de commencer notre webinaire, on voulait juste remettre en contexte ce webinaire. Comme j'ai dit, c'est organisé par les clusters, donc qui sont des réseaux d'entreprises. On a 4 clusters en France. On a Sigo, représenté par Émilie, qui est au sein du webinaire dans le Grand Ouest. On a Cara sur la région Verne-Rhône-Alpes, Vélo Vallée en Occitanie et Idefor Mobility sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'objectif des clusters, c'est faire en sorte que vous vous connaissez, que vous vous rencontriez et faire en sorte d'amener des collaborations et également d'accompagner les projets. Tous les clusters sont représentants de la filière France Vélo dans leur région, donc qui est la filière économique du vélo. Et du coup, si jamais vous n'êtes pas au sein d'un cluster ou si vous avez des questions, on vous enverra le contact de chaque cluster et vous pouvez contacter celui référent à votre région pour plus d'informations. Alors, on va commencer le webinaire. Juste pour un petit peu vous situer comment il va se dérouler. L'objectif, donc, c'est de parler du Digital Product Passport, qui, comme vous l'avez vu dans le lien d'inscription, est un outil qui va être déployé par l'Union européenne pour suivre davantage les produits, pour pouvoir renforcer l'économie circulaire et aller vers une production plus durable. Et du coup, ce passeport devrait impacter l'ensemble du cycle de vie d'un vélo, de sa fabrication à sa fin de vie. Et l'objectif de ce webinaire, c'était justement d'aborder comment ça va vous impacter, comment ça va impacter le vélo. Donc, ce serait de commencer ce webinaire par un petit peu remettre en contexte comment s'inscrit ce Digital Product Passport, où est-ce qu'on en est, notamment dans tout ce qui est réglementation et normes. Ensuite, aller plus sur les enjeux que ça devrait avoir sur la filière vélo, en suivant le cycle de vie donc, de la bicyclette, de la fabrication jusqu'à sa fin de vie. Ensuite, on continuerait en faisant un petit point d'actualité en France, comment on en est, quels sont les outils, les freins, les perspectives, etc. Pour finir sur comment on peut se préparer dès maintenant à l'arrivée de ce nouvel outil et comment on peut saisir l'opportunité. Alors, pour répondre à ces quatre grands points, on a 4 intervenants aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter en 30 secondes. Donc, on va commencer par Aileen. Si tu veux te présenter et ton rôle. Bonjour, Aileen Kip, je suis chef de projet en normalisation au sein du pôle numérique et notamment responsable de la commission de normalisation sur DPP, donc au niveau français. Merci. Super. Merci. Je vais donner la main à Alice. Oui, bonjour. Donc Alice Battarel de Jungle Bike. Nous, on est spécialisé sur la partie après-vente du vélo, donc vraiment la partie maintenance. Donc ça va de la réparation jusqu'au reconditionnement ou recyclage éventuel. Et on a aussi une spécificité data science et R&D parce qu'on reproduit en fait toutes les fonctionnalités du secteur automobile dans le secteur du cycle, ce qui occasionne énormément de développement tech sur la partie données vélo. Voilà. Merci Alice. Ensuite, je vais donner la main à Jean-Baptiste. Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Baptiste, je suis dirigeant d'Ocode et donc, entre autres, d'être spécialisé dans la partie passeport qu'on va voir en détail. On accompagne notamment les opérateurs agréés par l'État comme Decathlon, MFC, Moustache et Bicicode. Merci Jean-Baptiste. Et pour finir, Antoine? Bonjour à tous. Du coup, je suis Antoine Janig, l'un des cofondateurs d'Encaps. Donc, Encaps, on est une plateforme de traçabilité produit tout au long du cycle de vie du produit, et ce, que ce soit un produit physique comme un vélo ou un produit numérique comme un jeu vidéo. Merci Antoine. Donc voilà, au moins vous avez un petit peu une idée des intervenants et de ce qu'ils font. Et du coup, je vais donner la main sur la première partie, sur la réglementation à Aileen, pour poser un petit peu le contexte et le cadre. Aileen, je te laisse la main. Bonjour, merci. Donc, les discussions autour de DPP ont notamment commencé avec la création de cette nouvelle architecture, de cette nouvelle manière de regrouper et de transmettre des données sur des produits.
qui a été introduite par le règlement dit éco-conception, connu aussi sous le nom de SPR. Donc, c'est le DPP, on peut le définir comme un contenant numérique pour les informations spécifiques au produit. Cette définition, déjà, vous permet aussi de faire la distinction entre les deux aspects de DPP, qui sont l'aspect DPP système, qui concerne vraiment l'architecture, le contenant même, et DPP data, c'est-à-dire ce que vous allez mettre dedans. Ça me permet aussi de faire la transition vers la demande de normalisation qui a été formulée par la Commission européenne auprès du CNSENELEC. Donc, le CNSENELEC est l'organisme de normalisation européen. Donc, le but est vraiment d'obtenir des normes harmonisées, octroyant une présomption de conformité aux exigences réglementaires. Et dans cette demande, il s'intéresse vraiment au contenant, donc au DPP système, à l'architecture même. Donc, on ne s'intéresse pas à ce stade aux contenus qui sont, aux données qui sont spécifiques à chaque type de produit. Mais il faut que ça soit pris en compte pour être sûr que le cadre correspond aux besoins de aux spécificités de chaque produit. Donc, les travaux, les activités de normalisation ont démarré en janvier 2024. Donc, vous allez voir beaucoup d'acronymes. Je vais essayer de les expliciter. À la fin du webinaire, vous pourrez aussi me poser des questions. Donc, tout cela se passe au sein du Joint Technical Committee 24 qui travaille sur l'architecture, sur le système. Et vous allez avoir des enquêtes publiques. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où on est à mi-chemin. Au niveau, on a des documents qui sont assez matures. On est à mi-chemin, on va collecter des commentaires venant de tout type d'acteurs au niveau national. Et donc, ça va nous permettre d'être sûr que les intérêts, les besoins des secteurs sont représentés dans le texte. Est-ce qu'on peut passer au prochain slide ? Donc, si ce que je viens de vous dire paraissait quand même encore un peu abstrait, là, j'ai préparé un schéma qui vous permet de visualiser les interactions entre les différents organismes. Donc, c'est la Commission européenne qui publie le règlement et il réalise que les aspects techniques, c'est mieux que ce soit une collaboration, des discussions entre des industriels et qu'eux, ils puissent la définir. Et du coup, ils ont fait une demande de normalisation auprès du CNSENEC qui a confié le développement du contenu, donc des normes européennes, au JTC 24. En même temps, pour la partie DPP Data, vous allez notamment l'Eco-Design Forum. L'Eco-Design Forum permet d'avoir une plateforme où la Commission européenne peut collecter les retours, les besoins des différents secteurs. La majorité des membres de ce forum sont des fédérations européennes. Donc, pour être sûr que c'est l'ensemble de l'industrie européenne qui est représentée. Ensuite, pour pouvoir participer à ces travaux sur l'architecture, il faut passer par ce qu'on appelle des organismes de normalisation nationaux. À l'AFNOR, on fait partie, donc il n'y a qu'un seul organisme au niveau français, et c'est que l'AFNOR. Et le rôle de l'AFNOR est vraiment de rassembler le plus d'acteurs possible, en tout cas avoir une bonne représentativité des secteurs qui sont impliqués, qui sont concernés par le DPP, et d'homogénéiser, vraiment de créer un terrain d'échange et de discussion, de partage d'informations, mais ça nous permet aussi d'établir la stratégie pour promouvoir les intérêts des acteurs français. Et c'est en passant par là que vous pouvez avoir accès aux discussions au niveau européen au sein du JTC 24 et donc contribuer au contenu même. Cela veut dire que vous avez plus d'informations en amont
vous n'avez pas besoin d'attendre que la publication. Et puis, si cela ne vous correspond pas, vous pouvez, si le contenu ne correspond pas à vos pratiques, vous pouvez contribuer et influencer aussi le contenu. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Merci. Donc là, vous avez une vue sur les différentes thématiques qui ont été demandées par la Commission européenne et les groupes qui sont responsables au sein du JTC 24 de leur développement. Donc vous aurez un projet sur les identifiants uniques, un projet sur les data carrières, un autre sur ce qui concerne la gestion d'accès d'informations, les aspects liés à la sécurité, l'interopérabilité évidemment, le traitement de données, l'échange des données, les formats de données. Ensuite, vous avez évidemment l'archivage, donc c'est ça. Là, on retrouve les liens avec le registre des PP qui sera tenu par la Commission européenne, mais l'idée c'est aussi de savoir qu'est-ce qui ne sera pas dessus, qu'est-ce qui doit... et donc, ensuite, vous avez l'authentification des données, l'authenticité des données, pardon, et l'intégrité, et en dernier, les API qui sont nécessaires. Et en dernier, il ne faut pas oublier que, notamment dans le secteur de la mobilité et surtout des vélos, vous avez aujourd'hui des vélos électriques qui ont donc des batteries. Les batteries sont... il s'agit de la première catégorie qui sera concernée. Donc, vous voyez des tirets, un tiret en rouge, et ça correspond en fait à la date à laquelle les batteries devront être conformes aux exigences liées au DPP, donc avoir mis en place leur produit numérique, leur passeport numérique des produits. Pardon. Donc, vous avez en première ligne les dates pour les normes harmonisées. Donc, vous pouvez normalement, vous avez les versions qui sont fixées dans la première partie de 2026 et une publication est attendue autour de l'été, début automne 2026. Vous avez aussi les dates à laquelle vous aurez des règles spécifiques au produit, s'il y a un amendement ou une nouvelle version de l'ESPR, ça sera à ce moment-là, et le registre de DPP, quand est-ce que ça sera mis en place, ce que vous voyez aussi avec les tirets en bleu et blanc, il s'agit des tests qui seront faits avec des acteurs pour s'assurer que le registre fonctionne bien. Voilà, donc, et juste pour une petite précision, la Commission européenne, même si initialement a mis en place ce passeport numérique des produits pour améliorer, pour soutenir la circularité des produits, aujourd'hui, il y a des communications sur le fait que DPP sera aussi utilisé pour d'autres aspects, notamment pour contrôler la conformité des produits à d'autres règles et pour donner plus d'informations aux consommateurs. Ça pourrait être utilisé aussi dans des cas de contrefaçon, etc. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Eline, pour ce cadrage. On va passer à la suite sur plus les enjeux donc, du passeport numérique. Oh, je vais juste passer la slide. Donc, je vais donner la main à Jean-Baptiste pour commencer à aborder les enjeux. Oui, merci. Donc, en tout cas, les enjeux, c'est un écosystème complet entre la marque, l'assembleur, le revendeur, l'atelier, ainsi de suite, le cycliste et les plusieurs propriétaires derrière. En tout cas, nous, on a 3 catégories qu'on estime donc importantes. Donc, notamment, il y a un aspect suivi et gestion, en tout cas de la data, donc avec un historique complet du vélo et de ses propriétaires respectifs, de sa fabrication, même en pièces détachées, jusqu'à sa destruction, on va dire. Donc, l'idée, c'est de suivre le parcours complet.
avec un accès à la donnée qui soit centralisé dans un même unique interface où on peut retrouver les documents et ainsi de suite, et on peut faire d'autres choses, comme du rappel produit par exemple, qui peut être intéressant, où on va cibler chaque produit de façon très détaillée. Ensuite, on a la possibilité d'avoir, on appelle ça un e-carnet d'entretien, donc c'est-à-dire qu'on a toutes les données de maintenance, on peut mettre de l'autoréparation, en tout cas pour apporter du contenu pour que l'ensemble de la chaîne du vélo et que le cycliste aussi s'y retrouve aussi par rapport à ça. Donc, en tout cas, l'idée, c'est d'apporter un gain de temps en termes de maintenance et de SAV direct, notamment pour apporter de la valeur au vélo et donc aux cyclistes derrière. Ensuite, on peut l'utiliser aussi en termes de fidélisation et différenciation par rapport à d'autres vélos, un qui a un passeport et d'autres qui n'en a pas. Donc, on peut avoir des services additionnels qui sont raccordés au passeport, par exemple de l'assurance, du financement ou des ventes additionnelles, par exemple. On va avoir aussi un historique certifié. Donc, notamment, nous, on apporte une solution qui garantit la donnée car elle est sous blockchain, donc on ne peut pas la corrompre. Et donc, on va pouvoir valoriser beaucoup mieux un vélo qui est, en tout cas, historifié avec toute la donnée qu'un vélo qui n'en a pas, en fait. Donc, ça va avoir une valeur beaucoup plus importante, notamment sur des vélos à forte valeur ajoutée, donc soit des vélos électriques ou des vélos type de sport qui sont plutôt chers. En tout cas, la collecte de données aussi, c'est une opportunité de vente, en tout cas, qui peut être mis directement sur la partie passeport, qui sont liés au vélo, par exemple des accessoires ou des pièces détachées. Donc, on apporte clairement une valeur qui est bien plus importante à un produit. Et ensuite, la donnée doit être fiabilisée. Donc, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on s'intègre directement dans les systèmes d'information, soit des marques, soit des fabricants, mais aussi des revendeurs et des ateliers. Donc, on utilise la data qui est dedans, on la récupère, on la met à disposition dans le passeport. Et notamment, quand je vais, moi, en tant que cycliste, dans un point de vente, faire réparer mon vélo ou le mettre en maintenance, je ne vais pas avoir besoin de moi directement mettre l'information dedans. Le système d'information du point de vente va directement le mettre dans mon passeport, donc parce qu'on est branché. Et donc, ça va créer un événement, on va y mettre la facture, la garantie, des choses comme ça. Donc, tout au long de la vie du vélo, on va pouvoir avoir un passeport qui s'alimente directement. Ensuite, évidemment, avec la notion de international, c'est-à-dire quand on va mettre un passeport sur un vélo directement rattaché en usine, évidemment, ce vélo, il va aller pas forcément qu'en France, il peut aller dans différents pays. Donc, évidemment, c'est multilingue et on peut l'associer dans différents cas d'usage dans d'autres pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des services additionnels, de l'assurance financement et aussi, par exemple, de la prise de rendez-vous directement. Aujourd'hui, on a, nous, en tout cas, généré plus de 80 000 passeports numériques directement en usine, c'est-à-dire qu'on crée le passeport directement en usine. Et depuis, on crée aussi des passeports. Donc, quand le passeport n'est pas créé en usine, on crée un passeport directement en point de vente, notamment pour pouvoir suivre l'historique, donc notamment de maintenance. Donc, quand je vais enregistrer mon vélo, donc quand j'achète un vélo en point de vente, je vais m'enregistrer notamment sur le fichier national avec un opérateur. Et donc, je vais créer directement, avoir un passeport, donc avec toute la notion d'historique. Donc, je ferai une démo, en tout cas détaillée là-dessus, juste après. Merci Jean-Baptiste pour les précisions. On va continuer avec la partie plus réparation, réutilisation, recyclabilité avec Antoine. Donc, Antoine, Oui. je te laisse la main sur les 3 R. Merci. Donc, du coup, si on reprend un petit peu les principes du
du DPP, du passeport numérique des objets. L'objectif, comme l'a dit Aileen, c'est de faciliter l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est principalement les 3 R, c'est-à-dire on veut qu'un produit soit réparable, réutilisable et recyclable. Alors la bonne nouvelle, c'est que le vélo, si tu peux passer au prochain slide, le vélo, c'est extrêmement réparable, extrêmement réutilisable et extrêmement recyclable. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les obligations du DPP pour créer des services qui vont venir améliorer l'expérience utilisateur autour du vélo tout en utilisant les différentes briques du DPP. Donc, si tu peux aller au slide suivant. Si je reprends un petit peu dans le détail, si je veux réparer un vélo, j'ai besoin de savoir de quoi il est fait dans un premier temps. Donc, l'importance ici, c'est de collecter l'information et c'est ce qui va être demandé au niveau du DPP, c'est-à-dire ce qui va être demandé, c'est de savoir de quoi est fait le produit, de quel matériau il est fait, de quels composants, etc. Et ça, si on le réutilise pour des services numériques, eh bien, ça va nous permettre, comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, de faire des carnets d'entretien numériques. Si j'ai envie moi-même de réparer un vélo, eh ben, c'est toujours mieux pour moi de savoir quelle est la référence de la pièce en question. Si ensuite cette pièce, je peux la traquer à l'unité près, eh bien, ça va me faciliter moi en tant que fabricant grandement ma tâche quand je vais devoir faire des rappels produits, parce que je vais pouvoir savoir exactement quels sont les lots qui sont concernés par cette défaillance et quels sont les propriétaires qui sont concernés par ces lots. Et enfin, toujours dans la réparabilité, donc là on a vu si j'ai envie moi-même de réparer mon vélo, mais c'est pas toujours le cas. J'ai peut-être pas forcément les compétences pour réparer ce vélo moi-même. Et dans ces cas-là, on pourrait éventuellement rajouter des services qui permettent de localiser des réparateurs potentiels autour de moi. Donc ça c'est pour la partie réparabilité. Donc la partie réutilisabilité, l'idée c'est de donner plusieurs cycles de vie à mon produit. Et pour ça, ça veut dire que je vais peut-être pas être le seul propriétaire de ce vélo. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres propriétaires successifs pour ce vélo. Donc, il va falloir faciliter la revente d'occasion. Là, on a des services possibles qui peuvent être ajoutés, comme par exemple se connecter avec des plateformes directement pour pouvoir remettre en vente votre vélo, sachant que vous avez déjà les informations de toutes les caractéristiques du vélo. Votre fiche produit, au final, elle est quasiment déjà faite. Vous avez juste rajouté des photos un peu plus récentes et vous pouvez facilement pousser ça vers des plateformes de revente d'occasion. Enfin, pour faciliter la confiance entre les différents protagonistes d'une transaction d'occasion, c'est pas mal aussi de pouvoir certifier le propriétaire, certifier l'authenticité du produit avec des solutions qui soient un peu reconnues. Et la location aussi, c'est aussi un moyen de faciliter la réutilisabilité d'un produit. Et enfin, la réutilisabilité, c'est pas forcément uniquement, ça ne concerne pas uniquement l'intégralité du produit, mais ça peut aussi concerner les pièces qui composent ce produit, qui peuvent être réutilisées dans la réparation d'autres produits. Enfin, la recyclabilité, de la même manière que pour réparer, j'ai besoin de savoir quels sont les composants de mon produit. Pour recycler, j'ai aussi besoin de savoir quels sont les composants et surtout les matériaux utilisés. Parce que moi, en tant que recycleur, je ne vais pas forcément recycler de la même manière un vélo qui est fait en acier, un vélo qui est fait en carbone ou un vélo qui est fait en aluminium. Et enfin, ça c'est les services numériques qui pourraient être directement reliés aux problématiques du DPP. Mais à partir du moment où on commence à se rentrer dans cet engrenage de rajouter des services numériques, on peut aussi rajouter d'autres services numériques qui, eux, vont venir augmenter les chances de créer une relation directe avec le client pour la marque. Là, on parle donc d'assurance. Quel meilleur moment pour assurer un vélo qu'au moment où on vient de faire la vente et au moment où on vient d'enregistrer le vélo à son nom. L'antivol, c'est le principe du marquage vélo. L'idée du marquage vélo, évidemment, le connaissez tous, hein, c'est de permettre aux autorités de pouvoir retrouver le propriétaire au cas où le vol a été, le vélo volé a été retrouvé. Et puis maintenant qu'on a mis tous ces services numériques connectés au vélo qui nous ont permis de créer une relation entre le produit et l'utilisateur final et donc la marque, eh bien, c'est le moment où jamais on va pouvoir glisser doucement des offres marketing, par exemple, dire voilà, quand vous scannez le produit, peut-être que je vais pouvoir vous pousser en avant les dernières upgrades que vous pouvez rajouter à votre vélo grâce aux nouveaux services que vous allez pouvoir leur proposer. Voilà pour
cette petite parenthèse. Merci Antoine. On va enchaîner dans la même logique sur tout ce qui est entretien et maintenance, en laissant la main du coup à Alice. Oui. Donc bonjour à tous. Donc on va continuer effectivement sur un peu le même sujet, mais on va creuser un peu ce qu'a introduit Antoine, notamment sur la partie donc entretien, maintenance, et après on verra tout ce qui est reconditionnement et fin de vie. Donc, au niveau de l'entretien et de la maintenance, le passeport digital va être intéressant sur tout ce qui est la traçabilité et l'historique de panne, donc tout ce qui va être carnet d'entretien. Donc, on a un peu listé les cas d'usage par utilisateur, histoire que ce soit peut-être plus représentatif pour les auditeurs. Donc, on va avoir tous les constructeurs, loueurs et assureurs, donc ça va être les gestionnaires de flotte. Pour les constructeurs, effectivement, la traçabilité de l'historique des réparations, donc les composants, ce qui s'est passé dans le vélo, tout ce qui est carnet de santé, carnet d'entretien, mais aussi les baumes. Ça va permettre la gestion des garanties et des campagnes de rappel, parce que ça vous permet de savoir exactement quel vélo est consigné et est assujetti à telle ou telle campagne de rappel, ce qui facilite énormément les différentes opérations. On va avoir aussi surtout un suivi de l'état de chaque vélo. Donc, ça va nous permettre d'anticiper les remplacements. Donc là, on va être sur tout ce qui va être diagnostic prédictif, maintenance prédictif. C'est-à-dire que quand vous savez exactement quel boîtier de pédalier ou quel sujet, quelle pièce est considérée par modèle de vélo, forcément, ça vous fait une économie de coût parce que vous avez du diagnostic en moins à réaliser. Et ça évite notamment, par exemple, comme certains constructeurs le savent très bien, ou les reconditionneurs, des montagnes de vélos non diagnostiqués avant le reconditionnement. On va avoir également ce qu'on appelle usage réel. Donc, ça va être au niveau des visites de maintenance selon l'usage réel. Donc, ça va être pay as you repair, par exemple, comme vous avez les assurances où vous payez selon votre état de conduite automobile. Typiquement, au niveau des assurances, on voit de plus en plus d'offres arriver de cette manière-là, comme pour tout ce qui est B2B ou vélo de fonction. Pour les réparateurs, le passeport digital et donc tout le carnet d'entretien qui est associé, ça va faciliter très, très grandement les activités. Donc, on estime à peu près un jour complet de travail par semaine réduit, qui peut être redirigé vers la prise en charge de plus de vélos, tout simplement parce qu'on économise du temps sur beaucoup de fonctions qui aujourd'hui ne sont pas facturées par les clients. Donc, ça va être l'historique de vélo qui va vous permettre de diagnostiquer plus vite. Quand vous avez les baumes, vous pouvez commencer à commander les pièces en avance. La commande des pièces, pour information, ça représente à peu près 4 heures par semaine pour un réparateur. Donc, quand vous savez déjà les pièces, que vous n'avez pas à la retrouver, que vous avez directement une centrale d'achat connectée, ça vous gagne, on passe de 4 heures par semaine à 30 minutes par semaine, ce qui représente quand même un coût financier considérable. Et puis, on va aussi pouvoir faire tout ce qui est diagnostic et maintenance prédictive. Donc, ce qui va vous permettre, par exemple, de faire vos demandes de visite de maintenance auprès de tous vos clients. Donc là, on arrive vraiment sur le modèle automobile qui est de plus en plus plébiscité par les cyclistes et notamment aussi les entreprises dans le cadre d'un vélo de fonction. Pour le cycliste, le carnet d'entretien, à quoi ça sert ? Clairement, vous avez donc un suivi de l'état de votre vélo. Donc là, on est vraiment plutôt sur de la fidélisation et sur de l'expérience client. Mais aussi, ça va être très utile, comme je l'ai expliqué, sur la garantie et l'assurance. Et en plus de ça, ça va vous permettre aussi d'arriver à une valorisation beaucoup plus fine dans le cas de la revente. Donc, ça va être ce que vont faire, par exemple, quand vous revendez votre vélo au niveau des certificats avant la revente. On va pouvoir aussi mettre en place dans le secteur du vélo, au même titre que le secteur automobile. Et on va passer du coup à la partie reconditionnement et fin de vie. Donc, pour poursuivre, on va avoir toute la vie du vélo au niveau de la maintenance. Et à la fin, on a vraiment... Vous avez votre vélo, votre cycliste veut revendre votre vélo ou en tout cas arrêter la location, typiquement, ou vous êtes un constructeur, vous avez un vélo devant vous qui est en mauvais état. On arrive à la question, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on répare ? Est-ce qu'on réemploie ? Ou est-ce qu'on recycle ? Et donc ça, c'est la problématique aujourd'hui par laquelle est concerné énormément de loueurs longue durée et énormément de reconditionneurs qui voient effectivement des montagnes de vélos s'accumuler. Donc quand on parle de montagne, on parle de
2000 vélos par entrepôt ou 5000 vélos dans certains pays comme Allemagne et Pays-Bas par entrepôt, avec des vélos non diagnostiqués, à part l'information que la réparation prend plus de 15 minutes. Et donc, c'est là que le carnet d'entretien rentre en compte, et notamment, comme expliquait Antoine, la liste des composants et leur état par vélo, parce que du coup, on va pouvoir avoir un score d'état qui va être fin et qui va vous permettre aussi d'anticiper une valeur résiduelle relativement fiable pour la revente ou pour du réemploi. Donc là, vous allez pouvoir, juste avec des algorithmes, comparer coût de réparation versus coût de reconditionnement en intégrant les pièces détachées, le temps de main-d'œuvre et puis aussi le coût potentiel de revente et la durée potentielle de revente, parce que des vélos qui prennent de la place en entrepôt, ça coûte aussi de l'argent. Et donc, en plus de ça, ça vous évite aussi d'avoir du gaspillage inutile, parce qu'on a aussi beaucoup de vélos où en fait le diagnostic n'est pas vraiment fait, on ne sait pas trop quoi en faire parce que le diagnostic prend potentiellement trop de temps, et on a aujourd'hui des acteurs qui vont, ce qu'on appelle cannibaliser certains vélos pour en réparer d'autres. Et donc, on a également aussi une bonne partie de gaspillage qui se met en place. Au niveau du reconditionnement, donc imaginons là, vous avez calculé votre valeur réparation versus reconditionnement, vous avez décidé de reconditionner. Au niveau du reconditionnement, on va avoir aussi des gros acteurs qui vont être concernés. On a, comme je l'expliquais, du coup, la réduction des délais de diagnostic que va permettre du coup un carnet d'entretien fin et complet. Donc, ça vous évite un engorgement en centre logistique, qui vous évite aussi d'embaucher des réparateurs freelance avec des coûts beaucoup plus importants que si vous aviez une main-d'œuvre en interne. Donc, ça vous permet aussi de gérer, mine de rien, votre main-d'œuvre, votre espace d'entrepôt, en plus de, effectivement, toute la flotte de vélos qui s'accumule. Les reconditionneurs vont aussi avoir un intérêt au niveau de l'anticipation des besoins en pièces détachées, parce que comme on le sait tous, du coup, les pièces détachées, surtout quand vous êtes sur du multimodèle ou multimarque, il faut les commander. On peut avoir des problématiques d'approvisionnement. Et là, qu'est-ce qui se passe si vous avez une problématique d'approvisionnement? Un carnet d'entretien partagé sur l'ensemble de votre flotte vous permet aussi d'identifier des pièces qui sont compatibles entre différents modèles. Donc, en fait, typiquement, même si votre constructeur, vous aviez une pièce OEM, donc une pièce constructeur à l'origine, ou vous avez une pièce d'une certaine marque, potentiellement, avec les caractéristiques techniques, vous avez en fait d'autres vélos qui ont les mêmes caractéristiques techniques et sur lesquels vous pourriez faire une commande groupée auprès d'un autre grossiste ou d'un autre fournisseur, ce qui vous permet de mutualiser les coûts et donc de réduire en fait, les coûts globaux au niveau des pièces détachées. Et en complément de ça, on va travailler aussi grâce au carnet d'entretien sur tout ce qui est procédure de reconditionnement, donc qui va permettre encore une fois une meilleure rotation des flottes et un temps d'immobilisation beaucoup plus réduit. Donc globalement, pour du coup un petit peu conclure sur toute cette partie-là, le carnet d'entretien et le passeport digital qui est derrière, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste le lien entre les constructeurs, les réparateurs, les reconditionneurs et tous les acteurs de la circularité qui est noté, on va dire, de manière informatique et qui va permettre de créer des cas d'usage au bénéfice de tous. Merci Alice. Pour appuyer tout ce qui a été dit avant, on vous propose justement de vous montrer un petit peu des cas d'usage qui se passent actuellement. Donc, on va commencer par Ocode. On a mis, Jean-Baptiste, tu as mis des captures d'écran pour un petit peu illustrer, pour donner une idée. Oui, donc la démo, en tout cas, là, c'était pas forcément simple. Donc, on a fait des imprimes écran. Donc, que ce soit sur une interface, on va dire, sur le web ou en tout cas sur mobile, ça marche pareil. Donc, en fait, vous avez tout ce que vient d'être dit, hein. Donc, tout ça dans un seul et même espace. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il y a la carte d'identité du vélo, hein, que vous voyez en haut à gauche. Donc, là, c'est l'aspect, on va dire, réglementaire. En tout cas en France, notamment du FNUSI avec le type, la marque, la couleur, et ainsi de suite. Un descriptif complet du vélo ensuite à droite et de la marque. Donc là, c'est plus du storytelling, mais qui est lié soit à la marque, mais au vélo directement avec du contenu. Là-dessus, on peut faire évidemment ce qu'on veut. Tout l'aspect data, donc c'est juste en bas, donc avec la configuration. Donc là, c'est la baume du vélo. Donc l'idée, c'est d'avoir une baume la plus complète possible. Comme l'a dit Alice, hein, c'est quand même clairement important.
Donc c'est là-dessus, on va avoir peut-être les aspects réglementaires, notamment sur la batterie. Mais l'idée, c'est que si on a une baume la plus fine possible, on va avoir une traçabilité la plus fine possible, évidemment. Donc ça, là-dessus, on intègre directement via API sur les systèmes d'information, mais sur des petits fabricants ou des petites marques qui ne sont pas forcément équipées d'un système d'information, on peut très bien faire ça via un tableur Excel, ça marche aussi très bien. Ensuite, à droite, on a le carnet d'entretien. Donc, c'est là où va être la ligne de vie complète du vélo, donc de sa fabrication jusqu'à sa destruction. Donc, on va avoir une alimentation des événements qui va se faire au fur et à mesure de la vie du vélo. Donc, comme on est directement rattaché au système d'information des points de vente réparateurs ou des réparateurs, on va avoir cette ligne de vie qui va s'alimenter tout seul avec les données de documents. On peut y mettre aussi des photos, des vidéos, autre chose. Donc ça va s'alimenter tout seul parce que, évidemment, en tant que propriétaire, si je dois le faire tout seul, on va avoir une toute petite partie de la population qui va le faire parce qu'il faut être quand même assez rigoureux. Et on va certifier aussi l'information. C'est-à-dire que si vous avez un petit macaron, par exemple, à droite, quand on sait d'où vient la data, donc soit du fabricant, de l'assembleur ou du revendeur, on va certifier l'information comme quoi elle est authentique. Si en revanche c'est moi qui mets la facture ou qui crée l'événement, on ne va pas certifier parce que là pour le coup on n'a pas une certitude comme quoi le sujet a été réellement fait. Donc on va garantir tout ça. Ensuite il y a plein de fonctionnalités derrière avec donc, prise de rendez-vous, la notion de copropriété, les flottes, ainsi de suite. Donc ça là-dessus il y a beaucoup de choses. Et ensuite, derrière, vous avez juste à gauche toute la partie documentaire qu'on met dans un coffre-fort numérique. Donc, pareil, hein, l'idée, c'est d'apporter un niveau de sécurité le plus possible important. Et donc, quand je vais revendre mon vélo, c'est ça que je vais valoriser. Et donc, je vais transférer la propriété et donc transférer l'ensemble des données qui sont rattachées. Donc ça, directement, soit à un professionnel ou soit directement de particulier à particulier. Et donc sur la partie data, si je suis propriétaire, on peut évidemment anonymiser l'ensemble de la donnée, mais on n'est pas obligé non plus de tout retransmettre. Si je ne veux pas tout retransmettre, je ne retransmets pas tout. Donc ça aussi, clairement, dans les règles RGPD, de façon, on va dire, assez standard. Et donc on a toutes ces données-là qui sont évidemment disponibles sur mobile. Donc ça, c'est un écran qui est directement rattaché au réparateur Bicicode. Et donc, on a un garage à vélo directement, donc un wallet, on appelle ça. Hein. Donc, on a tous nos vélos qui sont directement dans un même espace. Et quand on va cliquer sur le vélo, on va arriver sur cet écran. Merci Jean-Baptiste pour la présentation. On va également présenter un second cas d'usage. Antoine, je te laisse la parole. Voilà. Oui, merci. Du coup, le cas d'usage qu'on a là, c'est, comme je vous disais, nous, on est une plateforme de traçabilité produit. Bon, récemment, on a aussi passé l'agrément API qui est pour devenir opérateur de marquage de vélo agréé par le ministère des Transports. Mais l'idée ici de ce cas d'usage, c'est de vous montrer un petit peu comment le DPP peut être appliqué avec les différents services qu'on a pu identifier tout à l'heure. Donc ici, le premier écran, en fait, c'est un wallet, comme le disait Jean-Baptiste, dans lequel vous avez les différents produits que vous possédez si vous êtes le propriétaire. En fonction de votre profil, vous allez avoir des choses différentes. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un wallet de vos produits, vous pourriez très bien voir aussi un wallet des produits que vous avez en maintenance, si vous étiez un mainteneur, des produits que vous avez en vente, si vous étiez une boutique, etc. Et quand je scanne le code d'un de ces produits, donc là, imaginons que c'est un vélo, je vais pouvoir avoir accès à un certain nombre de services, dont le passeport numérique des objets, donc le Digital Product Passport. Alors, je pense que Aileen ne me contredira pas là-dessus. Le passeport numérique des objets, le DPP, tel qu'il est défini par la réglementation, n'existe pas encore. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en cours de développement, qui sera officiellement lancé en 2027, comme on a pu le voir avec la réglementation. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le Digital Product Passport, c'est ce que on imagine il sera avec les informations qu'on a à notre disposition à ce jour. Donc aujourd'hui, on collecte un certain nombre d'informations
Et ce passeport numérique sera nécessairement amené à bouger, à évoluer en fonction de l'avancée de la réglementation sur le sujet. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse importante. Et si on passe au slide suivant, tout à l'heure on parlait de réparation. Quand on accède, donc quand on scanne ce code, on accède à un certain nombre de services. Et dans ces services, on avait dit tout à l'heure que pour faciliter la réparation, on a besoin de savoir de quoi est fait le produit. Donc si je clique sur Check My Parts dans mon cas de figure, je vais voir les différents composants de mon produit et je vais pouvoir sélectionner un des produits pour pouvoir avoir les détails, les caractéristiques de ce produit en question, de ce composant en question. Si je prends l'exemple d'un vélo, ça pourrait être j'ai cassé ma pédale, je scanne mon code sur mon vélo. Ça pourrait, comme j'ai vu dans les questions, dans le chat, en effet, aujourd'hui, on a des opérateurs de marquage vélo, comme Ocode, comme nous, comme d'autres. Et ces opérateurs de marquage vélo pourraient être en effet le data carrier, donc le point d'entrée, pour accéder au passeport numérique des objets et à ces différents services. Et pourquoi pas, donc dans notre cas de figure où on a cassé la pédale du vélo, scanner le code du vélo, voir les différentes pièces qui composent ce vélo, et quand on trouve regarder exactement les références de cette pédale et pouvoir la commander en étant sûr qu'on commande bien la bonne pièce. Donc, prochain slide. Maintenant, non, celui d'avant, pardon. Merci. Maintenant, comme je disais, quand on répare un vélo, on n'est pas forcément à l'aise pour le faire soi-même. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plutôt intéressant de pouvoir identifier les garages ou les réparateurs agréés qui sont autour de moi et qui peuvent venir réparer mon vélo. Et si c'est un accident, eh bien, pouvoir accéder directement, simplement en scannant le code de mon vélo, aux coordonnées de mon assurance et avec un processus pour enregistrer l'accident. Ça peut être aussi des services qui viennent se greffer au vélo, parce qu'on n'a pas toujours les papiers de son assurance avec soi quand on est en train de pédaler. Donc maintenant, on peut aussi étendre ces services, et là, donc, on va rester un peu dans le prospectif, dans les choses un peu plus innovantes. Ici, c'est un cas d'usage que vous allez vous demander quel est le rapport avec le vélo, et vous allez le voir arriver dans une seconde, si on peut lancer la petite vidéo. Ici, vous avez un jeu vidéo, et vous avez un jeu de cartes, qui est un objet physique. Et dans ces cartes, nous, dans le cas d'usage qu'on a pu faire, on a voulu encapsuler des objets numériques qui appartenaient à ce jeu vidéo. Alors, on s'est amusé à faire de la réalité augmentée. On s'est même amusé à le rendre jouable, c'est-à-dire que si votre carte est plus forte que celle d'en face, vous auriez le bonhomme à aller mettre la patate sur votre table. Mais surtout, si je claim la propriété de cet objet numérique, il apparaît instantanément dans le monde numérique auquel il appartient, c'est-à-dire le jeu vidéo. Aujourd'hui, comme je vous disais, on trace des objets physiques et des objets numériques. Dans les objets numériques, dans le jeu vidéo, on trace plus de 2 millions de clés par an. Et des cas d'usage qu'on pourrait avoir quand on fait des ponts entre le physique et le numérique, ça pourrait très bien être dire, aujourd'hui j'achète mon vélo, j'enregistre mon vélo à mon nom, j'accède à un certain nombre de services numériques, mais je pourrais aussi récupérer l'avatar numérique de mon vélo que je pourrais ensuite utiliser dans un jeu comme Swift, par exemple. Parce que l'idée ici, c'est de comment est-ce qu'on fait pour que cette réglementation ne soit pas qu'une contrainte, mais qu'elle puisse devenir pas forcément, mais devenir une opportunité pour créer une relation avec le client final. Merci Antoine pour cet exemple qui montre un petit peu les différents ponts qu'il peut y avoir. On va passer à la suite. Je vais te laisser la main encore, mais là, on va parler un petit peu de ce qui se passe en France, voilà, de différents sujets sur la situation actuelle. Donc, je te laisse parler de la standardisation. Exactement. Donc, au niveau de la standardisation, Aileen en a parlé un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, comme on le disait, c'est en cours de développement. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'objectif, ce n'est pas, quand on parle de standardisation, ce n'est pas d'homogénéiser, d'homogénéiser, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de n'avoir qu'une seule et unique solution qui soit approuvée pour pouvoir faire votre DPP. Aujourd'hui, le data carrier, par exemple, data carrier, c'est quoi? C'est l'élément qui va vous permettre d'accéder à la donnée du passeport numérique. Ce n'est absolument pas une obligation de choisir l'une de ces méthodes. N'importe quelle. Peut être aussi simple d'utiliser, par exemple, une URL qui va pointer vers un document PDF
dans lequel vous aurez mis les informations strictement nécessaires pour être compliant avec le DPP. Maintenant, si on choisit cette solution, je pense qu'on aura, ça restera une contrainte uniquement, alors que je pense qu'on peut augmenter le DPP avec des services numériques. Et là, il y a d'autres data carriers qui peuvent être utilisés, aussi bien un QR code, un code NFC, le code propriétaire comme au code, un code combiné comme StudentCaps, une code RFID. L'intégralité de ces solutions seront parfaitement acceptables pour pouvoir porter le lien vers le DPP. Et next slide. Et quand on parle aussi de standardisation, ce qui va par contre être très important, c'est que la solution, elle devra être décentralisée et interopérable. Donc l'interopérable, c'est extrêmement important. Ça veut dire que quel que soit l'acteur que vous choisirez pour travailler sur votre DPP, ce DPP doit être capable de survivre à cet acteur. C'est-à-dire que votre produit, il va peut-être encore être là sur le marché alors que l'entreprise n'existera peut-être plus. Eh bien, c'est là que l'importance justement de la réglementation, de la normalisation pour pouvoir définir quels sont les standards d'interopérabilité qui permettront à un passeport numérique d'être opéré par un autre opérateur si un opérateur faisait défaut. Un petit peu comme c'est le cas aujourd'hui avec le marquage vélo. Merci Antoine pour cette explication sur la standardisation. Ensuite, on va passer donc plus précisément sur l'enjeu du DDP, mais sur les données vélo à structurer et par catégorie aussi d'acteurs. Donc je laisse la main à Alice. Oui, merci. Donc là, on va rentrer un peu dans le dur de la partie data. Parce qu'en fait, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du passeport digital, beaucoup d'acteurs font un carnet d'entretien ou une fiche d'identité vélo. Donc, je ne sais jamais pas comment le faire. Les deux acteurs, donc Encaps, Ocode, mais aussi Bosch, Shimano, tous les Decathlon, tous les acteurs en fait, vont avoir souvent leur propre système de données et de carnet vélo. Mais ce qui va vraiment jouer derrière, c'est la partie data. Et c'est ça qui va donner du sens au niveau collectif et au niveau sectoriel pour bénéficier de tous les cas d'usage dont on a tous parlé en introduction. Donc, au niveau des données vélo, on va avoir 6 grands types de données vélo. On va avoir tout ce qui va être données générales sur les produits. Donc, ça va être tout ce qui est numéro de série, le code marquage, marque, modèle, à peu près ce qui est en fait dans les données de la PIC quand vous enregistrez votre vélo. On va avoir ensuite toutes les données de conception. Donc ça, c'est ce qui est vraiment lié à la partie, par exemple, made in, assemblé à, conçu à, et surtout tout ce qui va être votre bill of materials, donc tout le BOM, et donc la liste des composants du vélo, comme vous pouvez les avoir sur les fiches en ligne, en fait. On va avoir les données sur les composants. Donc là, c'est quand on rentre dans le BOM et on va vraiment aller sur chaque composant doit avoir son code barre ou son SKU, donc code fournisseur. Et là, on va aller aussi sur tout ce qui va être pièces compatibles, caractéristiques. Le vélo a son passeport digital en termes d'objets, mais en fait, un vélo est composé d'un ensemble d'objets également. Et donc, pour avoir un passeport digital complet et bénéficier des cas d'usage, il faut qu'on redescende un cran en dessous. On va avoir aussi tout ce qui va être données relatives à la propriété. Donc, ça va être les données de distribution. Donc, ça va être ce qui va être dans les CRM, en fait, ou les ERP des distributeurs en général. Les données de l'acheteur, donc ce dont a parlé, par exemple, Jean-Baptiste dans sa démo avec la partie des facturations, typiquement, et la traçabilité des achats. On va avoir tout ce qui est données réparation. Donc, on va avoir tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, carnet d'entretien, les diagnostics, la liste des pièces remplacées, tout ce qui va aussi donner IoT. Donc, ça va être les données CAN, typiquement, qui vont ressortir des moteurs, ou les données des comptes rendus d'intervention ou des codes défauts qui vont pouvoir remonter. Et puis, à la fin, on va avoir tout ce qui est données du développement durable. Donc, ça va être ce qui va bénéficier à la circularité, ce qui va, par exemple, permettre de créer une filière de pièces recyclées et reconditionnées pour les réintégrer dans le circuit. Et pourquoi aujourd'hui ça n'existe pas? Comme l'a expliqué, on ne sait pas quelle pièce a exactement quel modèle, quel est son état, quel est son matériel. Parce que quand vous sortez une pièce de vélo, souvent c'est une pièce en métal, et pour regarder exactement ce que c'est extrêmement compliqué. Donc on va avoir aussi tout ça, et puis on va avoir tout ce qui va être donné. Donc ça, là, c'est la réparabilité. Donc ça va être au niveau du vélo. Est-ce que le vélo, il se répare facilement? Est-ce qu'il a beaucoup de pannes?
d'où est-ce qu'il provient, où est-ce qu'il a été fabriqué, et puis les données d'usage, comment est-ce qu'il a pu être utilisé. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça la difficulté en fait de tout le travail de l'AFNOR et ce qu'on expliquait au départ, c'est qu'en fait, on a une multiplicité d'acteurs dans le secteur et chacun a un bout des données et chacun a un standard de données de base extrêmement différent. Donc, pour arriver à mettre en place une norme, c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc là, comme vous le voyez assez rapidement juste sur cette slide, en termes de, on a juste mappé par couleur le type d'acteur et ça montre bien la complexité de mettre en place des normes et de pouvoir accéder à l'étape suivante. C'est bon. Donc effectivement, on a, pour donner un peu quelques chiffres, on a en moyenne à peu près 1500 marques de vélos et de composants actives en Europe. Donc ça explique effectivement que ces marques ont un bout des informations et chacune a un type de standard, voire pas du tout standard, complètement différent. Donc arriver à rassembler les informations des 1500 marques, c'est aujourd'hui ça l'énorme enjeu du passeport digital, parce que souvent, on peut avoir une plateforme de carnet d'entretien, mais en fait, si vous n'avez pas les données des baumes de base et des données standardisées, c'est très compliqué d'en faire quelque chose en fait et de leur faire donner du sens. Donc aujourd'hui, la standardisation des données, c'est un des plus gros enjeux en fait du passeport digital, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin collectivement d'une norme pour que chacun puisse avancer vers ce schéma-là et qu'on puisse mettre en commun les données. On va avoir, donc en plus du fait qu'on a des données différentes, on va avoir des systèmes numériques différents. Donc si vous combinez les différents ERP, les différents CRM, les différentes applications, les différentes plateformes de l'ensemble des acteurs, on arrive déjà à plus de 70 ERP et types de formats différents. Donc vous avez des données différentes, vous avez des systèmes différents. Souvent, on va avoir aussi dans le vélo un peu d'API, ou peu de systèmes d'interconnexion. Et donc, c'est toute cette base informatique en fait, qu'il faut aussi créer pour qu'on puisse bénéficier des cas d'usage. Et en complément de ça, on va avoir, pour ajouter à la problématique, on va avoir les données disponibles. Donc, c'est-à-dire que la liste, par exemple, des constructeurs ou des équipementiers qui vont réellement avoir des données standardisées, il est inférieur à 10%. Donc, aujourd'hui, on a un besoin que les acteurs eux-mêmes commencent à mettre en place des données et à créer ces données-là, ou alors à standardiser les données qu'ils ont pour pouvoir qu'on puisse les utiliser collectivement pour les différents cas d'usage. Et donc voilà, donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir une norme, c'est vraiment ça, c'est de connecter l'ensemble des maillons de la filière au niveau de la partie données pour qu'on puisse derrière créer les différents cas d'usage et en bénéficier tous. Ouais. Et maintenant, on va parler un petit peu de la partie R&D. Donc, parce que du coup, en fait, sur la partie donc R&D data, hein, vraiment uniquement sur la partie data, en fait, il se passe énormément de choses. Donc, on dit qu'il y a plein d'enjeux, il y a plein de complexité, mais en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui font déjà énormément de choses. Et donc, on a commencé un peu à les mapper par type de cas d'usage au niveau des data. Donc, je reprécise, cette liste est non exhaustive. Et au niveau des dépenses de R&D, donc des acteurs qui sont présents, on inclut uniquement les entreprises qui ont fait des investissements en data science sur des technologies internes ou qui ont des collaborations avec des laboratoires d'IA. Donc, il y en a peut-être d'autres dont on n'avait pas connaissance, donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas. Donc, ne vous jetez pas à la pierre. Mais voilà, donc vraiment, on ne s'intéresse pas à la R&D de conception, donc l'objet vélo, on va s'intéresser vraiment à la partie data. Donc, on va commencer sur la partie en bas à gauche, IoT et connectivité. Donc là, vous en connaissez déjà pas mal. On va avoir tous les acteurs qui vont faire de la connectique. Donc, on va avoir typiquement IoT Venture, on va avoir du Connected Cycle, on va avoir du TrackApp ou du Velco, qui, eux, font les outils de connexion pour rendre les vélos connectés ou renvoyer des données. L'intérêt, c'est que ces acteurs-là, souvent, ils ont aussi accès aux données CAN. Donc, les données CAN, c'est les données de code défaut ou de renvoi des données moteurs. On va avoir aussi, par exemple, clairement, qui eux font même la partie, même pas avec un capteur en plus, mais directement au niveau du software intégré. Et puis, on va avoir du Valeo, du Bosch, du Shimano, qui ont déjà fait des gros travaux de R&D, aussi parce qu'ils sont dans d'autres secteurs, et notamment des secteurs automobiles. Et par exemple, à titre d'exemple, les données que vont renvoyer un moteur, en fait, souvent, c'est déjà des données agrégées. Donc, par exemple, quand vous avez le state of health de votre batterie ou de votre moteur, ça va être déjà une donnée agrégée où, en fait, ils vont combiner différentes informations qui va vous dire, en fonction du nombre de charges réalisées, en fonction du taux de charge,
quel va être à peu près l'état de votre vélo et de votre composant et est-ce qu'on peut faire la maintenance prédictive dessus derrière. Donc ces acteurs-là, c'est déjà si vous avez des questions sur la partie capteur, collecte de données terrain, diagnostic embarqué, voilà, c'est ces acteurs-là que vous pouvez aller voir. Et c'est auprès d'eux que vous pouvez aussi commencer à récupérer des données sur vos propres vélos pour améliorer par exemple votre passeport digital. Au niveau de la compatibilité et de la circularité, donc là, on va toucher à toute la partie données de réparation qu'on a vu avant. Donc, c'est les pièces exactes qu'il y a dans mon vélo. Les pièces exactes, c'est code de fournisseur. Et également les caractéristiques de ces pièces-là et est-ce qu'elles sont remplaçables par quelles pièces. Donc, est-ce qu'elles sont compatibles similaires, compatibles de remplacement ou similitudes ou complémentaires. Donc là-dessus, on a quand même un acteur topissime. Donc, on a Decathlon qui a déjà sa propre entité de circularité, qui ont déjà fait, par exemple, un travail assez phénoménal sur la partie pièces complémentaires sur leur propre vélo. Donc, là-dessus, voilà, si vous avez des exemples à prendre sur cette partie circularité, n'hésitez pas à aller voir Decathlon. Je crois qu'il y en a en plus aujourd'hui. Nous, on va travailler notamment aussi en lien avec ces équipes sur la partie multimarque. Donc, on va faire aussi tout ce qui va être pièces compatibles, les compatibilités pièces vélo et recréation d'un baume pour créer les données à partir des données manquantes potentiellement des fournisseurs, donc sur le multimarque. On va avoir Recycle, typiquement, c'est Cycle Europe. Anciennement Cycle Europe, ils ont fait également et on va avoir Virvolt au niveau des moteurs. Si vous voulez le top du top de ce qui existe sur l'équipement, c'est Shimano. Il y a une plateforme de Shimano où vous avez toutes les spécifications techniques des pièces, les pièces compatibles, etc. Et donc, vraiment, Shimano, si vous cherchez un exemple de ce que c'est possible de faire, n'hésitez pas du coup à aller contacter les équipes. Au niveau de la maintenance et de l'exploitation, donc là, on va être sur les données, les cas d'usage de maintenance et de diagnostic prédictif. Donc, ce qu'on appelle aussi GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Donc là, c'est pareil, on va être sur le cas des logiciels d'aide à la réparation. Donc, c'est souvent des logiciels qui vont être à disposition des réparateurs ou qui vont être à disposition des flottes pour la gestion de maintenance de flotte. Donc ça, nous, c'est notre spécificité. On va aussi avoir Culture Vélo qui a développé leur propre ERP sur ce sujet-là, qui a des fonctionnalités qui ont... Enfin, tous ces acteurs-là ont quand même des fonctionnalités communes, hein, on est tous d'accord. Et après, chacun va avoir éventuellement une petite variation en fonction de ses cas opérationnels propres. Donc, on va avoir Decathlon aussi qui sont très forts là-dessus. On a quand même Stellantis, parce que Stellantis, donc c'est automobile, mais Stellantis, on va avoir des fonctionnalités extrêmement avancées dans la partie automobile. C'est un des constructeurs les plus avancés sur la partie data. Et donc, c'est des cas d'usage dont, par exemple, nous, chez Jungle Bike, on s'inspire beaucoup. Parce qu'on pense que c'est ce qui va arriver dans le secteur au fur et à mesure. On va avoir QSIT, que beaucoup de vous potentiellement connaissez, parce que c'est les logiciels de Vélib, derrière Vélib sur la partie réparation, qui sont très intéressants sur la partie vélo partagé au niveau de la maintenance. On va avoir Vélogique Digital qui a arrêté son activité, mais qui, par exemple, avait aussi fait des gros travaux sur la partie maintenance. Et puis, on a toujours Actia Automobile et Shimano et Bosch qui ont déjà mis en place beaucoup de travaux de maintenance et de diagnostic prédictif sur leur partie équipement. Et donc, l'enjeu aussi, c'est sur tous ces acteurs, on va avoir la partie ceux qui vont faire que sur leur propre vélo, ceux qui vont faire du multimarque, ceux qui vont faire que leur propre marque comme Decathlon et qui vont étendre par la suite, et les équipementiers où du coup, on a intérêt de pour récupérer ces données-là via potentiellement du coup l'IoT derrière. Au niveau de la valorisation et du financement, on va s'intéresser, ça va être surtout tout ce qui est, par exemple, Argus. En gros, c'est la création d'un Argus. Donc, créer un Argus, c'est extrêmement compliqué quand vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dans votre vélo. Donc, c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'on peut donner une idée d'une fourchette de revente, mais en fait, potentiellement, quand vous avez des acteurs, notamment sur des vélos de haute valeur, quand vous avez des cyclistes qui ont changé beaucoup de pièces sur votre vélo, en fait, votre valorisation, elle peut énormément évoluer entre
l'achat et la revente à la fin. Et surtout, si entre-temps, en plus, il est passé de main en main. Donc, on va avoir plusieurs acteurs qui ont fait déjà des travaux là-dessus sur la partie valorisation et Argus. Donc, on va avoir Decathlon toujours parce qu'ils achètent quand même pas mal de vélos. On va avoir Côté Vélo, Troc Vélo, Rutil qui a déjà commencé à lancer un projet de R&D. Sur la partie BNP, on va être sur un sujet légèrement différent. C'est l'extension de garantie électrique. Donc, là-dessus, on est vraiment focus électrique. Et du coup, on va vraiment savoir une partie là-dessus qui va également du coup toujours être liée en fait au passeport digital parce que du coup on est lié au carnet d'entretien, à l'usage, à l'historique de maintenance. Et puis enfin, comme expliquait Antoine au niveau d'Ancaps et les projets par exemple qu'ils peuvent avoir sur les jeux vidéo, on va avoir en fait aussi des nouveaux services qui vont plutôt être au niveau de smart cycling ou des services connectés ou même de ce qui peut se passer en e-commerce, qui vont vraiment être en bout de chaîne auprès des parties tierces sur des cas d'usage en fait intéressants pour les cyclistes pour améliorer l'expérience utilisateur au niveau de l'usage du produit. Donc, on a voilà, Ancaps qui nous a présenté tout à l'heure son cas. On va avoir Garmin, Swift, Strava, Komoot. On va avoir Bikewise sur l'e-commerce. On va aussi avoir des cas d'usage de ce type-là qui commencent aussi à émerger de plus en plus et qui vont pouvoir utiliser aussi des nouvelles données engrangées par les utilisateurs et qui vont pouvoir enrichir également le carnet. L'idée, c'était aussi de montrer qu'en fait, il se passe des choses dans le secteur sur la partie R&D data, parce que souvent, on parle de la conception, mais pas de la partie R&D data. Et donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez peut-être des questions ou des cas d'usage que vous voulez travailler, à aller voir ces types d'acteurs pour éventuellement, ça peut être faire un partenariat, ça peut être poser une question, ça peut être voir comment aussi essayer, vous, peut-être de lancer ou d'enrichir des projets sur ces éléments-là, parce qu'il y a tellement de choses à faire et on n'est finalement pas tant que ça sur le secteur, avec pas non plus des moyens monstrueux, que autant faire des partenariats pour collaborer ensemble, pour faire en sorte que les projets avancent plus vite au niveau sectoriel. Et du coup, on renchaîne sur la partie vraiment maintenant, je suis un constructeur. Comment est-ce que je peux commencer pour démarrer mon passeport digital donc avec les moyens du bord, mais du coup les bonnes données. Donc, on reprend la slide d'avant et en fait, ce qu'on voit assez vite, c'est qu'on n'a pas besoin de… donc, on va vraiment parler d'un petit acteur. Typiquement, on est une marque de vélo qui se lance. On est lancé depuis pas très longtemps et en fait, on n'a jamais forcément fait les travaux de passeport digital parce que manque de moyens, manque de temps, etc. Là, imaginez, vous voulez commencer, comment on fait? Déjà, première chose, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent. Tout est possiblement fait par soi-même dès le départ, tout simplement avec des fichiers Excel. Et une fois que ces données auront commencé à être créées, plus tard, quand vous développez, vous pourrez aussi aller vers des différents logiciels, différents outils. Donc, premièrement, sur les données générales du produit, la plupart du temps, tous les acteurs les ont. Donc là, vous pouvez faire juste un premier fichier Excel avec tous les numéros de série de l'ensemble des vélos qui se vendent au fur et à mesure du temps. Donc, les codes marquage, les marques, les modèles et toutes les caractéristiques générales. Donc, caractéristiques générales, c'est ce que vous avez dans la pique, vraiment pas beaucoup plus. C'est la marque, le modèle exact, idéalement, et puis la couleur et le nom de l'utilisateur. On va avoir ensuite tout ce qui est donné de la conception. Donc là, ça va être commencer à lister les sorties d'usine et puis commencer à créer des baumes par modèle. Donc, quand on dit des baumes, l'objectif, c'est en fait vraiment d'essayer d'aller assez fin. Donc, normalement, dans un vélo, vous avez à peu près 150 pièces distinctes. Vous pouvez, si on commence à compter les vis et compagnie, on peut rapidement arriver à 500 pièces, voire 1000 pièces. Donc, en fait, théoriquement, un bill of materials, il pourrait contenir jusqu'à 150 ou 1000 pièces selon si on mettait la quantité ou des pièces différentes. Donc, en fait, c'est ça qu'on va essayer de lister pour commencer à avoir des passeports digitaux le plus exhaustif possible. Et donc ça, idéalement, il faut, en sortie d'usine, on peut commencer. L'idéal, c'est de commencer à le faire dès là pour ne pas accumuler au fur et à mesure énormément de modèles à rattraper, quoi. Quand on part là-dessus, on va essayer d'aller vraiment fin dans les composants, parce que pendant que vous y êtes, autant continuer. Donc, on va essayer de mapper, en fait, pour chaque composant, où est-ce qu'il a pu être acheté, quel est le code barre, quel est le code fournisseur, quelle est la quantité.
Et donc là, on va aller directement, en fait, c'est quand vous faites potentiellement quand on fait la commande, soit quand on fait la commande en usine, soit quand on fait une commande fournisseur, c'est commencer en fait, directement à lier le modèle du vélo et le baume à la pièce exacte et le composant. Et là, on va pouvoir aussi récupérer en même temps, si vous avez votre code fournisseur, on peut commencer en même temps à récupérer les caractéristiques techniques de chaque pièce. Donc typiquement, la potence, on va aller regarder le diamètre, on va aller regarder le filetage, on va aller regarder tous ces éléments-là. Et donc l'idée, c'est de les standardiser voilà, dans un fichier Excel. Et puis, idéalement, si on peut, c'est aller voir la compatibilité. Donc ça, c'est pas toujours simple. Hein. Tout ce travail-là, c'est quand même un travail qui prend un peu de temps. Mais plus on commence à le faire au début, plus ça peut être facile et bénéfique pour la suite. Au niveau des données relatives à la propriété, donc là, ça va être effectivement l'APIC pour la traçabilité. Et puis souvent, en fait, c'est des données que la plupart des acteurs ont dans leur CRM quand ils font de la distribution. Donc les CRM, ça peut être du Shopify, ça peut être du PrestaShop, ça peut être Magento, tous les outils que vous pouvez avoir pour la vente. On sait qu'il y en a qui ont aussi juste des fichiers Excel et en vrai, c'est très bien. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Mais c'est juste, voilà, commencer à faire le lien et rassembler ces informations-là. Sur la réparation, pareil, un fichier Excel suffit. Donc, c'est commencer à lister les maintenances. Et lister, en fait, quand vous faites votre gestion de garantie, ça peut être commencer à lister les diagnostics et faire attention à avoir à chaque fois un compte-rendu d'intervention le plus standardisé possible. À côté de chaque demande de maintenance, vous commencez à voir ce qui a été fait exactement, quelle pièce a été remplacée, ce genre de choses. Et voilà, créer des comptes rendus d'intervention, ça c'est vraiment en fait le Graal. Une fois que vous avez les comptes rendus d'intervention, s'il est standardisé, derrière, il y a tellement de cas d'usage qui sont possibles, même si ça a été rempli juste sur un fichier Excel. Clairement, à partir de là, on fait de la maintenance prédictive, on fait du dia prédictif. On peut commencer en fait à faciliter même calculer votre coût de reconditionnement, recyclage, revente. Et donc voilà, donc c'est tous ces cas d'usage qui vont être permis aussi grâce à ça. Et puis, pour les données du développement durable, en général, si le reste a été fait, en fait, c'est relativement simple parce que ça sort de lui-même. Et là, on va être sur le cycle score, on va regarder tout ce qui est conception durable. Et puis, l'idéal, c'est surtout de penser en fait à la dès la conception, parce que du coup, vous vous assurez en fait d'avoir un taux de réparabilité super bénéfique. Voilà. Merci Alice pour les explications sur cette dernière partie. Et juste pour terminer. Du coup, voilà, pour conclure un peu sur cette partie-là, en gros, donc, comme on l'a tous expliqué, le passeport digital, en fait, c'est pas. Effectivement, il y a la partie norme, AFNOR, mais en fait, il ne faut pas le prendre comme juste un outil administratif. Il faut vraiment se dire qu'en fait, c'est une base de données qui va être utilisable pour tous les cas d'usage dont la filière a besoin et tous les acteurs rêveraient d'avoir pour faciliter leur vie, que ce soit les réparateurs, que ce soit les reconditionneurs, que ce soit les assureurs. C'est vraiment la base centrale pour que derrière tout se passe. C'est à peu près, si on prend un peu autrement, c'est à peu près comme si vous vendiez des projets et vous ne connaissiez pas votre fiche client. Et on ne savait pas qui est le client et quelles sont ses caractéristiques. C'est à peu près la même chose quand on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le vélo. C'est très compliqué d'aller faire la suite derrière. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller. Ça va partir sur le terrain. Il faut que tous les acteurs commencent à le travailler et avancer ensemble là-dessus. Donc on peut commencer à le faire dès maintenant. Donc ça, c'est le plus important. C'est qu'en fait, comme on l'a vu avant, il suffit d'un fichier Excel pour commencer à commencer. Donc les premières, on n'a pas besoin d'attendre la FNOR. On peut déjà commencer dès maintenant. On va avoir la partie collective. Donc l'intérêt de la FNOR, c'est que ça va permettre de mettre en place des normes et des standards. Mais déjà, dès la base, si dans un simple fichier, on commence aussi à tous noter, par exemple, un diamètre, ça reste un diamètre. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. Et donc là-dessus, voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment collectif et qui va s'imbriquer les uns dans les autres pour arriver à avoir un produit réellement utilisable. L'autre intérêt, du coup, c'est vraiment stratégique. C'est qu'en fait, on peut facilement se dire oui, mais si moi, il faut que d'autres le fassent pour que moi je le fasse, etc. Mais en fait, c'est extrêmement stratégique parce que plus on le fait tous, plus tout le monde va le faire. Et surtout, derrière, ça va permettre, même juste sur l'activité d'un seul constructeur, le fait de suivre ses propres données, en fait, ça va permettre de faire des meilleurs diagnostics, de passer moins de temps en réparation, donc d'économiser des coûts.
de dépenser moins sur les pièces détachées, d'avoir des réelles optimisations de coûts et des optimisations de stock au niveau des achats. Et puis derrière, ça va permettre aussi de mieux valoriser, donc d'avoir une meilleure expérience utilisateur comme ce qu'a pu montrer Antoine. Et puis au final, sur de la circularité aussi, parce qu'on va pouvoir moins gaspiller et mieux réutiliser. Voilà. Merci. Merci Alice. On arrive au bout de la présentation du webinaire. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Il y a eu pas mal de questions dans le chat durant la présentation. Donc, ce que je propose, c'est de poser les questions par ordre d'arrivée et aux intervenants qui savent répondre, voilà, d'y répondre comme elles ne sont pas forcément ciblées. Alors, la première question, c'était les informations du Digital Product Passport doivent-elles être traduites dans toutes les langues de l'Union européenne? Alors, Éline, je crois que c'était la partie que tu avais abordée au tout début. L'obligation de traduction est surtout pour la France, l'Allemagne. En fait, c'est donc les langues officielles du CNCNELEC, donc l'allemand, le français et l'anglais. Mais bon, c'est déjà rédigé en anglais. Donc voilà, vous avez d'ailleurs aujourd'hui, les textes sont disponibles, donc ça peut vous donner déjà une première idée. Même si vous ne faites pas partie, vous pouvez y répondre. Je vous mets en copie, par exemple, un des projets dans le chat, le lien. Donc, vous pouvez regarder déjà. Merci, Éline. Et je profite que tu aies ton micro ouvert, parce qu'au début, on était plus sur ta partie. Il y avait une autre question par rapport aux échéances. Donc, on a vu que les batteries arrivaient en 2027 et du coup, il y a une personne qui voulait savoir si l'échéance pour le vélo lui-même, que ça soit musculaire ou VAE, à voir si c'est distinct, elle est connue à l'heure actuelle ou si c'est encore à décider. Je ne suis pas forcément experte de ce sujet, mais je sais que le règlement sur les batteries ne vise pas spécifiquement un produit, il vise vraiment différents types de batteries. Donc, je vous invite à vous renseigner, et, notamment peut-être auprès de votre service juridique ou regarder au moins le règlement pour voir à quelle date, ou faire des recherches sur Internet, pour voir à quelle date les différents types de batteries doivent avoir un DPP. C'est pas le vélo électrique qui est visé spécifiquement. Et Antoine, merci Éline. Antoine, tu voulais juste compléter? Oui, juste pour compléter, donc d'après ce qu'on a pu voir dans les travaux, les trois premières catégories, donc c'est évidemment les batteries dans un premier temps, mais après très rapidement il y aura l'électronique et le textile qui seront concernés, et ensuite ça va au fil de l'eau être déployé sur l'intégralité des secteurs, sauf le secteur alimentaire, boisson et pharmaceutical. Arrête-moi si je dis une bêtise, Aileen. Non, c'est très juste. C'est juste, ça m'a fait penser à quelques points supplémentaires. Parmi les catégories prioritaires, il y a les pneus, donc vous êtes concernés. Donc, en plus, voilà, l'éco-design forum, comme je disais, c'est là où vous allez avoir des discussions et certains de leurs documents sont publics. Donc, si vous tapez éco-design forum, vous tombez sur la page dédiée qui est dédiée avec la possibilité de voir qui sont les membres, la possibilité de voir des comptes rendus ou notamment ce qu'ils appellent leur programme de travail. Et les programmes de travail citent les priorités. Merci Éline pour cette précision. On va passer à la deuxième question. Alors, c'est plus sur l'aspect confidentialité des données. Une personne a posé la question, le fabricant devra-t-il changer la baume complète de chacun de ses modèles? Si oui, qui le fera? Est-ce que chez Ocode, c'est déjà le cas? Donc, du coup, Jean-Baptiste, comme ta société est citée, je vais te laisser l'honneur de répondre à la question. Ouais, bien sûr. J'ai pas trop compris du coup là, sur la partie baume, qu'est-ce qui doit être changé, mais en tout cas sur la partie purement confidentialité et données, donc il y a évidemment les règles RGPD standards qui sont appliquées. Donc on va dire que le sujet DPP, en tout cas, c'est un autre sujet que la partie passeport parce que c'est deux choses différentes, on va dire.
Mais en tout cas, l'aspect réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie marquage en France, vous avez un accès directement à l'aspect standard qui est enregistrer mon vélo sur le FNUSI. Et ensuite, pour accéder à une expérience donc autre que uniquement le FNUSI, donc avec tout ce qu'on a montré, aujourd'hui, il faut cocher un opt-in pour que, en tout cas, j'ai accès à d'autres informations. Donc en tant que cycliste. Ensuite, les données qui sont dans la baume, que nous, on récupère directement en usine ou via la marque, donc comme l'a très bien expliqué Alice précédemment. Bah, en tout cas, la baume ne change pas. Après, si il y a des interventions qui sont faites une fois le vélo vendu et qu'il y a des composants qui sont changés, bah, évidemment, la baume, en tout cas, elle évolue, mais c'est uniquement soit le fabricant ou soit le réparateur qui peut changer ces éléments. Merci Jean-Baptiste. Et Alice a complété, c'est que j'avais mal lu un mot. Désolée d'avance, c'était charger la baume. C'est peut-être plus compréhensible sous ce sens-là. Mais du coup, Jean-Philippe, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, sinon on peut repréciser. N'hésitez pas à le dire dans le chat ou à l'oral. En fait, peut-être pour compléter un peu, en fait, typiquement, en gros, une fois que tu as ta baume, imaginons que tu as une baume super complète, en fait, tu as intérêt à la mettre à disposition de tous les acteurs qui vont l'utiliser. Donc, typiquement, tu vas pouvoir, si vous passez par un marquage au code, il faudrait, idéalement, tu le donnes au code pour qu'il puisse l'utiliser. Si c'est du Encaps, comme ça, tu peux l'intégrer dans Encaps. Si c'est autre chose, si c'est nous, tu peux le mettre dedans. Si typiquement, tes vélos, ils vont passer sur du Culture Vélo, ils ont leur propre ERP. Donc, en fait, ils ont aussi intérêt à l'avoir pour faciliter la réparation, de la même chose que Decathlon, typiquement. Et puis, et pareil, si ensuite ton vélo il passe sur un reconditionneur, en fait, chaque acteur qui va avoir besoin opérationnellement des datas, en fait, théoriquement, il a besoin d'avoir ces informations-là pour pouvoir faciliter la réparation de tes vélos et faciliter l'usage. Voilà. Merci Alice pour la précision. Je vais passer à la question suivante. Donc là, c'est sur le Digital Product Passport batterie. Par rapport à l'échéance qui arrive, on demande si on connaît déjà le listing précis des données qui seront exigées par la loi, uniquement des données statiques ou également des données dynamiques dans le temps, par exemple nombre de cycles de charge. Je ne sais pas qui veut prendre la question. Peut-être moi. En fait, comme je Oui. précisais, DPP Data, ça sera précisé au fur et à mesure avec les actes délégués. Donc, il y a une structure, l'architecture est à peu près connue, sachant qu'il y aura des spécificités selon les secteurs, parce que vous avez aussi de plus en plus de règlements européens qui font référence et qui obligent en fait d'avoir un DPP. Vous savez ça dans la construction, voilà, on a déjà mentionné les batteries. Pour les jouets pour enfants, c'est pareil. Donc, il va falloir adapter. Ils sont très conscients que c'est un nouveau système qu'ils sont en train de créer et qu'ils ne savent pas tout, qu'ils vont aussi ajuster par rapport à l'utilisation et aussi par rapport au retour de l'industrie et ce qu'ils vont pouvoir constater. Merci. Antoine, j'ai vu que tu as la main levée. Tu veux compléter? Oui. Pour le DPP batterie, il faut savoir donc que si vous faites un vélo électrique, le DPP batterie incombe au fabricant de la batterie. Et donc ce sera à vous, en tant que fabricant du vélo, de demander ce DPP batterie à vos fournisseurs de batterie pour ensuite pouvoir faire le display des résultats de ce DPP. Mais ce ne sera pas forcément à vous de faire tout le travail de collecte de données au niveau de la batterie. D'ailleurs, vous ne connaissez peut-être pas comment elle est fabriquée. Merci, Antoine. Ah, Alice. Merci. Oui, du coup, pour compléter, donc il y avait la slide des 6 types de données. On avait du coup noté un peu les sources. Donc en fait, c'est exactement comme le dit Antoine, c'est clairement pas du tout à vous de tout remplir. Mais du coup, on avait identifié les sources de là où vous pouvez aller retrouver les données.
Merci pour la précision. Je vais passer à la question suivante. Alors, c'était lié à une certaine partie, mais c'est pour un exemple. On a Thierry qui demande, si je prends l'exemple de la sonnette, cela signifie-t-il que le propriétaire doit communiquer le code FNUCI de son vélo, même pour un achat dans une grande surface généraliste ou sur une plateforme d'achat en ligne? Non, non, en fait, le FNUCI, il demande uniquement, donc Alice l'a dit, hein, c'est la marque, la taille, la couleur, et si c'est un vélo musculaire ou électrique. Et c'est tout. Uniquement ça, évidemment, le propriétaire qui est rattaché. Et donc au niveau du propriétaire, c'est son nom, son prénom, son adresse mail et son numéro de téléphone. Donc, quand on fait de l'évolution sur le vélo ou la baume dont on a beaucoup parlé, elle n'est pas du tout dans le FNUCI. Merci Jean-Baptiste. Et le temps que tu as la parole, je vais te poser la deuxième question. Le BC Code, QR code, peut-il déjà être utilisé tel que l'a montré Jean-Baptiste de chez Ocode? Ouais, donc il est utilisé déjà en point de vente, c'est-à-dire quand j'arrive avec le vélo, le FNUCI, enfin en tout cas le QR code va être scanné et donc la fiche, notamment sur les systèmes d'information des magasins, va être ouverte. C'est en tout cas le point d'entrée maintenant dans un cycle, chez les réparateurs en tout cas. Donc c'est la normisation. Et donc quand je vais aussi moi en tant que cycliste et propriétaire du vélo, je vais directement soit scanner le QR ou soit renseigner le numéro FNUCI directement pour accéder à mon espace, quoi. Merci Jean-Baptiste. Et du coup, après, il y avait deux autres questions, mais ça a déjà été répondu directement dans le chat, donc on va peut-être pas revenir dessus. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat ou à l'oral, à prendre la parole. Sinon, je pense qu'on arrive vers la fin de ce webinaire-là. Ah, Jean-Philippe. Ouais, en fait, je ne sais pas si je suis le seul à pas avoir compris, mais je préfère poser cette question peut-être stupide. Est-ce qu'il y aura un DPP pour l'ensemble du vélo ou est-ce que c'est un DPP par composant de vélo parce qu'on a parlé de la batterie, on pourra parler d'autres composants et pour moi, il y a une grosse ambiguïté là. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui. Alors, Antoine, je vois que tu lèves la main, si tu peux répondre. Oui, si tu veux, je peux répondre à ta question. Donc, un DPP, c'est quoi? C'est en fait c'est un document qui va lister les différents composants du produit. D'accord? Donc, c'est-à-dire que plus on va en aval, plus le DPP va devoir prendre les DPP des autres. Donc, toi, au final, au niveau du vélo, oui, tu auras un DPP qui sera pour l'ensemble du vélo. Mais ce DPP contiendra des informations de tes différents fournisseurs qui, eux, auront dû te donner leur DPP. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, toi, en fait, tu agrèges au fur et à mesure. Plus tu es bas dans la chaîne, plus tu vas agréger ceux qui sont au-dessus. C'est clair. C'est clair. Et donc, du coup, d'où l'importance de cette échéance d'avoir un DPP dit vélo qui serait intéressante de connaître parce qu'il y a diverses échéances qu'on a vues tout à l'heure pour le textile, pour la batterie. Mais quand est-ce qu'il y aura une échéance où un DPP du vélo, de l'ensemble du vélo, sera obligatoire? Alors, Aileen, je crois que tu voulais répondre. Je n'ai pas de date spécifique, mais aujourd'hui, le vélo en tant que tel n'est pas visé. Ce n'est pas, il vise les pneus, donc ça sera un moment où ils diront tous les produits qui rentrent dans le champ d'application de l'ESPR ou d'autres règlements. C'est là que le vélo dans son ensemble sera visé. Mais si vous cherchez pour le vélo, vous risquez de ne pas forcément pas de trouver de date et voire ne jamais en avoir. Mais vous allez avoir la batterie, les pneus, l'acier aussi, ça fait partie des... Donc, selon les matières premières que vous utilisez, vous allez avoir aussi également ça, les câbles. Et petit à petit, en fait, vous allez avoir tellement de DPP qu'ils vont dire, vous êtes obligé d'avoir le DPP pour le produit en entier. C'est un peu ce qu'a expliqué Antoine avec l'agrégation des données. C'est encore un outil en cours de construction, donc on va avoir forcément des échéances qui tomberont au fur et à mesure.
on est sur le début de cet outil-là. Pardon, je voudrais juste rappeler que oui, en fait, on est tellement dans un chantier qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quoi va ressembler. On a une idée, mais on ne sait pas à quoi va ressembler au final le DPP qui donnera présomption de conformité. Parce que comme ce qui était mentionné par Antoine, en fait, jusqu'à la publication des normes harmonisées et à la citation au journal officiel de l'Union européenne, vous n'aurez pas ces informations. Donc, il faut se préparer dès maintenant, parce que si vous attendez, ça va être trop tard. Mais on ne sait pas. La difficulté, en effet, qui vous est demandée, c'est de dire faut vous préparer à quelque chose qu'on ne sait pas. C'est pas forcément facile. Maintenant, l'idée du DPP, et c'est pour ça qu'il y a des acteurs professionnels qui participent aux travaux, des gens de chez Decathlon, des gens de chez Michelin, des gens de chez Schneider Electric, on est dedans, Jean-Baptiste avec Ocod, ils sont aussi dedans. Bref, on participe à ces travaux pour pouvoir ramener un petit peu de sens dans ce qui va être sorti, pour que ce soit pas quelque chose qui soit complètement hors sol. Et l'idée ici, c'est que la plupart des entreprises, elles ont déjà l'information qui va être demandée. La baume, la plupart des gens savent de quoi est fabriqué leur produit. Et puis, s'ils doivent demander à leurs fournisseurs savent aussi de quoi le produit qu'ils vous ont vendu il est fait, etc. Donc, en tous les cas, c'est le minimum. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir demander à chacun des acteurs d'agréger ces données dans un certain format pour qu'ensuite elles puissent être redescendues à l'opérateur qui met sur le marché le produit final. Alice, tu voulais ajouter un mot à la fin? Je vois ta main levée. Ouais, pour compléter un peu, en fait, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Maintenant, on sait quand même à peu près à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire qu'on va clairement vous demander marque et modèle. Enfin, marque et modèle, ce sera standard. La couleur, en vrai, que ce soit dans n'importe quelle langue, après, on fera un travail de traduction. Enfin, pareil, les dimensions ou la liste des pièces, le fait d'avoir un code barre ou un code fournisseur, ça tombe sous le sens parce que c'est déjà ce qui existe dans plein d'autres secteurs où ça existe déjà et c'est déjà mis en place. Du coup, en fait, même si on ne sait pas exactement quelle sera la norme, on peut quand même présupposer de à peu près ce que ça va être. Et en fait, si on a déjà fait le travail d'enrichissement, à la fin, les petits travails de standardisation pour vraiment coller à la norme, il sera simple en fait. Émilie? Merci. Je voulais préciser, je pense que je n'ai pas été très claire. Là, vous pouvez imaginer les données, mais ce qu'on ne sait pas, qui n'est pas figé, c'est l'architecture. C'est-à-dire quels sont les types d'identifiants uniques qui seront autorisés. Comment en fait le système, l'interopérabilité de différents DPP entre eux. Tout ça, ce n'est pas figé. C'est l'architecture notamment qui n'est pas figée, sachant que évidemment, vous avez des données, ça relève du bon sens qui sont dedans.